Est-ce que quelqu'un qui fuirait partout? Imagine. Tu sors avec quelqu'un depuis quelque temps, ce genre de personne un peu mystérieuse, un peu distante, qui t'attire justement pour ça. C'est ton type, tu ne sais pas trop pourquoi, mais ça te plaît. Alors tu apprends à le connaître doucement, et plus tu le connais, plus tu comprends à qui tu as affaire. Quelqu'un qui fuit, qui se ferme dès que ça devient profond, qui ne parle pas de ce qu'il ressent, qui esquive les conversations sérieuses, qui garde toujours une petite distance de sécurité, comme s'il ne fallait surtout pas trop s'approcher de son cœur. Tu l'as compris? Tu as appris à vivre avec ces murs, avec sa froideur, avec cette réserve permanente? Alors, dans ta tête, tu tires une conclusion. Une conclusion logique, évidente même. Puisqu'il fuit l'intimité émotionnelle, puisqu'il se ferme, puisqu'il garde ses distances, alors forcément, il sera pareil dans les moments d'intimité, de proximité, de tendresse. Il sera distant là aussi. Froid, sur la réserve, c'est logique, non? Quelqu'un qui évite doit éviter partout. Sauf que c'est là, précisément, que les choses vont te surprendre. Parce que la vraie question, celle que personne ne se pose vraiment, est celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui fuit vraiment partout? Est-ce que ces murs tiennent dans tous les domaines, ou est-ce qu'il y a un endroit, un seul, où il tombe? Et ce qui se passe dans ces moments-là, puis juste après, va peut-être te dérouter plus que tout le reste. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Ce qui se passe vraiment en intimité avec ce genre de personnes. On va casser une idée reçue, comprendre un paradoxe qui blesse et qui trouble, et éclairer ce que tu vis peut-être sans y comprendre grand-chose. Premier point, la fausse évidence. On croit qu'il fuira partout. Commençons par regarder en face cette croyance, qui te semble si logique, si évidente, qu'on ne pense même pas à la remettre en question. L'idée que quelqu'un qui fuit l'intimité la fuira forcément partout, dans tous les domaines, y compris dans les moments de proximité physique, cette idée paraît tellement de bon sens qu'on la prend pour une vérité. Et pourtant, c'est précisément cette fausse évidence qu'il faut démonter, parce que tant que tu y crois, tu comprends rien à ce que tu vis avec lui. Commençons par comprendre d'où vient cette croyance, parce qu'elle a une vraie logique apparente. Tu as observé ce genre de personne, tu le connais, tu l'as vu fuir les conversations profondes, esquiver les sentiments, se fermer dès que ça devenait sérieux. Tu as constaté, encore et encore, qu'il évite l'intimité émotionnelle. Alors ton esprit fait une déduction simple, il évite l'intimité émotionnelle, or l'intimité physique, c'est aussi de l'intimité, donc il doit l'éviter aussi. C'est un raisonnement en apparence imparable. Il fuit une forme d'intimité, il doit fuir l'autre. Une seule et même peur, un seul et même mur, partout. Il faut nommer l'erreur cachée dans ce raisonnement par la logique, parce qu'elle est subtile mais énorme. L'erreur, c'est de croire que toutes les formes d'intimité sont la même chose pour lui. Comme si intimité émotionnelle et intimité physique étaient deux versions du même danger, activant la même peur, provoquant la même fuite. Mais c'est faux. Pour ce genre de personnes, ces deux intimités ne sont pas du tout équivalentes. Elles ne touchent pas le même endroit en lui. L'une le terrifie, l'autre, souvent, ne lui fait pas peur du tout. Mettre les deux dans le même sac, c'est exactement là que ton raisonnement se trompe et que ta confusion commence. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui aurait très peur de parler en public, de se lever devant une foule pour livrer un discours, s'exposer avec des mots. Cette peur est réelle, paralysante. Et de là, tu pourrais conclure, il a peur de la scène, donc il doit avoir peur de tout ce qui touche à la scène, y compris de danser devant les gens, de jouer de la musique sur une estrade. Ça semble logique. Sauf que non. Cette même personne peut monter sur scène pour danser sans aucun problème, se sentir parfaitement à l'aise, libre, épanoui. Parce que danser, c'est pas parler. Ça n'expose pas la même chose. La peur de parler ne dit rien de la peur de danser. Ce sont deux scènes différentes, deux expositions différentes. Chez ce genre de personnes, c'est pareil. La peur d'une intimité ne dit rien de son rapport à l'autre. Il faut comprendre pourquoi on fait si facilement cette erreur, par la logique, parce que c'est humain. On aime les explications simples, cohérentes. Il fuit, donc il fuit partout. C'est propre, c'est net, ça se tient. Alors qu'un être humain n'est jamais aussi simple. On peut avoir très peur d'une chose et pas du tout d'une autre qui, de loin, semble pourtant proche. On peut être terrifié à l'idée de dire je t'aime et parfaitement à l'aise dans le contact, la tendresse, le rapprochement des corps. Ces contradictions déroutent parce qu'on voudrait que les gens soient cohérents, tout d'une pièce. Mais
Ce genre de personne est justement fait de ces contradictions. Il fuit ici et s'ouvre là sans que ça ait l'air logique. Il faut nommer pourquoi cette fausse évidence te fait du mal, concrètement, parce que c'est important pour toi. Tant que tu crois qu'il fuira partout, tu vis dans l'incompréhension totale de ce que tu observes. Parce que ce que tu vois ne colle pas avec ta croyance. Tu t'attendais à un mur dans l'intimité et t'as trouvé au contraire une proximité, une tendresse. Ça ne cadre pas. Alors tu comprends plus rien. Tu te dis, mais il est censé fuir. Pourquoi est-il si présent là? Et puis il se referme après et tu comprends toujours pas. Ta fausse croyance de départ t'empêche de lire correctement ce qui se passe. Elle te met des lunettes qui déforment tout. Il faut poser le renversement qui vient par la logique parce que c'est le cœur de ce qui suit. Alors préparons-nous à casser cette idée. Parce que la vérité, on va le voir, est souvent l'inverse de ce que tu croyais. Loin de fuir dans l'intimité physique, ce genre de personne peut y être étonnamment présent, ouvert, tendre. Ces murs, si solides ailleurs, peuvent tomber là, précisément là. Et une fois que tu auras compris pourquoi, tu comprendras aussi tout le reste, y compris ce froid déroutant qui suit. Mais pour ça, il fallait d'abord jeter cette fausse évidence, ce raisonnement trop simple qui t'aveuglait. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Dire que cette croyance est fausse ne veut pas dire que c'est vrai pour absolument tout le monde, que tous les évitants, sans exception, sont ouverts dans l'intimité physique. Il ne faut pas remplacer une généralité fausse par une autre. Les êtres humains sont variés. Certains fuient effectivement toute forme d'intimité, y compris physique. D'autres, au contraire, ne s'ouvrent que là. On décrit une tendance fréquente, un mécanisme courant, pas une loi universelle. Prends ça comme une clé de compréhension possible à vérifier dans ta situation à toi, pas comme une vérité qui s'appliquerait à chaque personne de façon identique. Et il faut ajouter une seconde nuance, pour rester juste. Casser cette fausse évidence ne veut pas dire que sa présence dans l'intimité physique prouve, à elle seule, qu'il t'aime profondément et que tout va bien. Il ne faut pas remplacer une conclusion hâtive par une autre. Qu'il soit ouvert dans ces moments-là ne règle pas la question de son rapport à l'intimité émotionnelle, qui reste, elle, bien réelle. On casse une idée reçue pour mieux comprendre, pas pour te faire basculer dans un excès d'optimisme. La réalité est nuancée, et c'est justement toute cette nuance qu'on va explorer, sans tomber ni dans le tout est froid, ni dans le tout est amour. Voilà donc le premier point. La fausse évidence, celle qu'on ne pense même pas à questionner, c'est de croire qu'un évitant fuira partout, y compris dans l'intimité physique, par un raisonnement qui semble logique, mais met dans le même sac deux intimités très différentes. Or, elles ne touchent pas le même endroit en lui, comme celui qui a la terreur de parler en public mais danse sur scène sans crainte, car parler et danser n'exposent pas la même chose. Tant que tu crois qu'il fuit partout, tu ne comprends rien à ce que tu observes. À condition de ne pas remplacer cette généralité par une autre, et de ne pas conclure trop vite que son ouverture physique prouve, à elle seule, que tout va bien. Alors, renversons cette idée pour de bon, parce que si l'intimité physique et l'intimité émotionnelle ne touchent pas le même endroit en lui, alors qu'observe-t-on vraiment dans ces moments de proximité? Souvent, l'exact contraire de ce à quoi tu t'attendais. Là où tu croyais trouver un mur, tu trouves une ouverture. Il faut regarder cette vérité en face, celle qui va tout éclairer. Deuxième point, la vérité, dans l'intimité physique, il n'évite plus. Renversons maintenant la fausse évidence, pour de bon. On a compris que l'intimité physique et l'intimité émotionnelle ne touchent pas le même endroit en lui. Alors regardons ce qui se passe vraiment, concrètement, dans ces moments de proximité. Et là, surprise, on observe souvent l'exact contraire de ce à quoi on s'attendait. Là où tu croyais trouver le même mur, la même froideur, la même distance, tu trouves au contraire une ouverture, une présence, une tendresse. Il faut regarder cette vérité en face, parce qu'elle est déroutante, mais elle éclaire tout. Commençons par décrire ce que tu observes concrètement, parce que c'est ça qui te trouble. Dans ces moments d'intimité, de rapprochement, celui qui d'habitude garde tout le monde à distance, se laisse approcher, celui qui esquive les câlins trop longs, qui se raidit quand on veut le toucher émotionnellement, devient soudain présent, doux, engagé. Il te regarde vraiment. Il est là, entier, dans le moment. Parfois même,
Il se montre plus tendre, plus attentionné, plus ouvert que tu ne l'aurais jamais imaginé de sa part. Comme si une autre personne apparaissait, quelqu'un que ces murs cachaient d'ordinaire. Et c'est ça qui te déconcerte, cette ouverture, si contraire à sa froideur habituelle. Il faut nommer précisément ce qui se produit, par la logique, parce que c'est frappant. Dans ces instants, ces murs tombent. Ou plutôt, il s'ouvre le temps du moment, la barrière qu'il maintient en permanence. Cette distance de sécurité qu'il ne lâche jamais ailleurs disparaît. Il s'autorise une proximité qu'il se refuse partout ailleurs. C'est comme s'il existait en lui une porte dérobée vers l'intimité, une porte qu'il garde fermée dans la vie courante, mais qui, dans ces moments-là, s'ouvre. Et par cette porte, tu accèdes à une proximité avec lui que tu n'obtiens nulle part ailleurs, ni dans les conversations, ni dans le quotidien. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine une maison dont toutes les portes seraient verrouillées, tout le temps. Tu frappes, personne n'ouvre. Tu essaies les fenêtres, elles sont closes. Tu tournes autour, cherchant un moyen d'entrer, et rien ne s'ouvre. C'est frustrant, épuisant. Et puis tu découvres qu'il existe une porte, une seule, à l'arrière, qui, elle, s'ouvre par cette porte-là. Tu peux entrer, être à l'intérieur, être proche. Ce genre de personne, c'est cette maison. Toutes ces portes émotionnelles sont verrouillées, ils ne te laissent entrer nulle part, sauf par cette porte-là, celle de l'intimité physique, qui, elle, s'ouvre. C'est la seule voie d'accès qu'il t'autorise vers son intérieur. La seule proximité qu'il se permet. Il faut comprendre ce que cette ouverture révèle par la logique, parce que c'est important et souvent mal compris. Cette porte qui s'ouvre, c'est pas rien. Ça montre qu'il n'est pas incapable de proximité, qu'il n'est pas froid par nature, vide de tendresse. Au contraire, ça prouve qu'il y a en lui un besoin de connexion, un désir de proximité bien réel. Simplement, ce besoin ne trouve qu'un seul chemin pour s'exprimer, un seul canal qui ne déclenche pas sa peur, l'intimité physique. Là où les autres formes de proximité sonnent l'alarme en lui, celle-là passe. Alors tout son besoin de connexion, tout ce qu'il ne peut pas exprimer autrement, s'y engouffre. Ce qu'il ne peut pas te donner par les mots, il te le donne là. Il faut relier ça à la vraie nature de ce qu'il vit, par la logique, parce que ça éclaire tout. C'est pas qu'il choisit d'être froid ailleurs et chaud là. C'est que dans ces moments, quelque chose se relâche en lui, malgré lui. Sa vigilance baisse, ses défenses s'assoupissent. Il n'est plus, un instant, dans le contrôle permanent qui le caractérise. Il se laisse aller à une proximité qu'il ne s'autorise jamais consciemment. C'est presque comme si, dans ces instants, son vrai lui, celui qui a besoin de tendresse et de lien, prenait le dessus sur son lui de protection, celui qui a peur et qui fuit. Le temps d'un moment, la peur se tait et le besoin parle. Il faut nommer ce que ça signifie pour ta compréhension, parce que c'est libérateur. Si tu as vécu ça, ces moments où il était si proche, si différent d'habitude, tu as peut-être cru que c'était le vrai lui, enfin révélé, et que le reste, la froideur, était le masque. Ou l'inverse, que ces moments étaient une illusion, et que sa froideur était la vérité. En réalité, les deux sont vrais. Le lui tendre de l'intimité et le lui distant du quotidien sont tous les deux lui. Il n'y a pas un vrai et un faux. Il y a un homme déchiré entre un besoin de proximité réelle et une peur réelle, et selon les moments, c'est l'un ou l'autre qui gagne. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Dire qu'il s'ouvre dans l'intimité physique ne veut pas dire que cette ouverture est une preuve d'amour profond et d'engagement. Il ne faut pas confondre ouverture physique et ouverture du cœur. Qui baisse ses défenses dans ces moments-là montre un besoin de proximité, oui, mais le besoin de proximité n'est pas la même chose que l'amour, ni que l'engagement. On peut avoir besoin de connexion physique, s'y ouvrir, sans pour autant être prêt à aimer vraiment, à s'engager, à construire. Ne prend pas cette porte ouverte pour la garantie de son amour. C'est un accès à une part de lui, pas une promesse. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester lucide. Que cette proximité soit réelle et sincère dans le moment ne veut pas dire qu'elle durera au-delà du moment, ni qu'elle se transformera en proximité émotionnelle. Il ne faut pas confondre ce qui est vrai dans l'instant et ce qui est vrai dans la durée. Ce qu'il te donne dans ces moments est authentique, sur le coup. Mais tu vas le voir, ce qui suit ce moment peut être tout autre chose. L'ouverture de l'instant ne présage pas de ce qui vient juste après. Et c'est justement ce contraste entre l'ouverture et ce qui la suit, qui fait tout le paradoxe qu'on va explorer. Voilà donc le deuxième point.
Contrairement à ce qu'on croit, dans l'intimité physique, il n'évite plus. Ses murs s'ouvrent. Il devient présent, tendre, ouvert, comme une maison aux portes toutes verrouillées sauf une seule, à l'arrière, par où l'on peut enfin entrer. Cette ouverture prouve qu'il n'est pas froid par nature, mais qu'il a un besoin réel de connexion, qu'il ne trouve que ce seul canal pour s'exprimer sans déclencher sa peur, si bien que son lui tendre et son lui distant sont tous deux vrais, un homme déchiré entre son besoin et sa peur. À condition de ne pas confondre cette ouverture physique avec une preuve d'amour ou d'engagement, et de comprendre que ce qui est vrai dans l'instant ne présage pas de ce qui suit, on a donc renversé la fausse évidence, il ne fuit pas dans l'intimité, au contraire, il s'y ouvre. Mais ça soulève aussitôt une question. Pourquoi ? Pourquoi cette forme précise de proximité lui est-elle possible quand toutes les autres le font fuir ? Qu'est-ce qui fait que le corps lui est plus facile que les mots ? Il faut comprendre ce qui rend cette porte-là ouvrable, quand toutes les autres restent closes. Troisième point. Pourquoi le corps lui est plus facile que les mots ? On a renversé la fausse évidence. Il ne fuit pas dans l'intimité physique, au contraire, il s'y ouvre. Mais ça soulève aussitôt la vraie question, celle qui va tout éclairer. Pourquoi cette forme précise de proximité lui est-elle possible quand toutes les autres le font fuir ? Qu'est-ce qui fait que le corps lui est plus facile, plus accessible que les mots ? Il faut comprendre ce qui rend cette porte-là ouvrable, alors que toutes les autres restent verrouillées. Parce que c'est là que se cache l'explication de tout. Commençons par comprendre ce qui, exactement, lui fait peur dans l'intimité émotionnelle, parce que c'est le point de départ. Ce qui terrifie ce genre de personne dans l'intimité émotionnelle, c'est pas la proximité en soi. C'est ce qu'elle exige, se dévoiler, se montrer, se rendre lisible. Quand tu partages tes sentiments, quand tu parles de ce que tu ressens, quand tu te confies, tu te mets à nu, tu montres ton intérieur, tes fragilités, tes besoins. Et c'est ça qui l'effraie. Être vu de l'intérieur, être connu, être exposé dans ce qu'il a de plus vulnérable. Parce que pour lui, montrer son intérieur, c'est donner à l'autre de quoi le blesser, le juger, le rejeter. L'intimité émotionnelle, c'est se rendre transparent. Et la transparence, pour lui, égale danger. Il faut comprendre en quoi le corps est différent, par la logique. Parce que c'est le cœur de l'explication. L'intimité physique, elle, ne demande pas ça. Elle ne demande pas de se dévoiler avec des mots, de nommer ses sentiments, de montrer son monde intérieur. Elle ne demande pas de dire « je ressens ceci, j'ai peur de cela, tu comptes pour moi ». On peut être physiquement proche sans prononcer un seul de ces mots dangereux. On peut se rapprocher, être tendre, connecté, sans jamais s'exposer émotionnellement, sans jamais se rendre lisible. Le corps permet une proximité qui ne passe pas par l'aveu, par le dévoilement, par la mise à nu du cœur. Et c'est exactement pour ça qu'il lui est accessible. Il offre la connexion sans exiger la transparence. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine deux façons de se rapprocher de quelqu'un. La première, c'est de lui écrire une longue lettre où tu racontes tout de toi, tes peurs, tes blessures, tes secrets, tout ce que tu as à l'intérieur. Tu te livres entièrement, à découvert. La seconde, c'est simplement de t'asseoir à côté de cette personne, en silence, et de poser ta main sur la sienne. Dans les deux cas, tu crées de la proximité. Mais la première te rend complètement vulnérable, exposé, lisible, on peut lire tout ton intérieur. La seconde te rapproche sans rien dévoiler de tes secrets. Ta main dans la sienne ne révèle aucune de tes peurs. Pour ce genre de personne, l'intimité émotionnelle, c'est la lettre terrifiante. L'intimité physique, c'est la main posée, possible. Une proximité qui ne trahit pas son intérieur. Il faut comprendre pourquoi cette différence est si décisive pour lui, par la logique. Parce que sa peur, au fond, c'est pas la peur d'être proche. C'est la peur d'être connu, d'être vu, et donc, croit-il, d'être blessé ou contrôlé à travers ce qu'on aurait vu de lui. Or, l'intimité physique lui offre ce qu'il cherchait sans le savoir. Un moyen d'être proche sans être connu, de se rapprocher sans se livrer, de donner de la tendresse sans donner ses secrets. C'est pour lui la proximité idéale, celle qui apaise son besoin de connexion sans réveiller sa peur d'être exposé. Le corps devient un langage d'amour qui ne le met pas en danger, contrairement aux mots, qui eux le trahissent. Il faut nommer ce que ça révèle de plus profond par la logique, parce que c'est touchant et éclairant. Ça veut dire que son besoin de proximité est bien réel, intense même, mais qu'il ne trouve qu'un seul chemin sûr pour s'exprimer. Tout l'amour, toute la tendresse, tout le besoin de lien qu'il ne peut pas faire passer par les mots parce que les mots l'exposent, il les fait passer par le corps parce que le corps le protège. C'est pour ça, souvent, qu'il peut être si intense, si présent
dans ces moments-là, parce que c'est là que se déverse tout ce qu'il ne peut exprimer autrement. Le corps devient le seul exutoire d'un besoin d'amour qu'il ne sait pas dire. Il t'aime dans la seule langue qui ne le met pas en danger. Il faut relier ça à ce que tu vis, parce que ça change ton regard. Peut-être que tu te disais, s'il est si tendre, si présent dans ces moments, pourquoi ne peut-il pas l'être ailleurs, avec des mots? Tu prenais ça pour de l'incohérence ou de la mauvaise volonté. Mais tu comprends maintenant que ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est pas qu'il veut pas être proche ailleurs. C'est qu'ailleurs, la proximité passe par des mots qu'il expose, et que ça, il peut pas. Là, dans l'intimité physique, il peut enfin te donner ce qu'il a en lui, sans le danger des mots. Ce n'était pas de l'incohérence. C'était le seul endroit où sa peur le laissait tranquille. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre que le corps, lui, est plus facile ne veut pas dire que tu dois te contenter de cette seule forme de proximité en te disant que c'est déjà bien qu'il s'ouvre là. Il faut pas comprendre son mécanisme et renoncer à tes propres besoins. Si toi, tu as besoin d'intimité émotionnelle, de mots, de te sentir proche autrement que dans le contact physique, ce besoin est légitime et il compte autant que le sien. Comprendre pourquoi le corps lui est plus facile, ça t'aide à ne pas prendre son mur émotionnel pour de l'indifférence. Mais ça ne veut pas dire accepter pour toujours une proximité qui ne passerait que par le corps. Tu as le droit de vouloir plus. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester lucide. Que le corps soit son langage ne veut pas dire que ce langage suffit à faire une vraie relation complète et durable. Il ne faut pas confondre un canal d'expression et une relation entière, une proximité qui ne passe que par le corps, sans jamais pouvoir se prolonger dans l'émotion, dans les mots, dans le partage du cœur, reste incomplète. C'est un début, une porte, mais une relation a besoin de plus qu'une seule porte ouverte. L'idéal, c'est que, avec le temps et de la sécurité, d'autres portes s'ouvrent aussi. Apprécie cette porte-là, sans croire qu'elle remplace, à elle seule, toutes les autres. Voilà donc le troisième point. Le corps lui est plus facile que les mots, car ce qui l'effraie dans l'intimité émotionnelle, ce n'est pas la proximité, mais le dévoilement. Le fait d'être vu, connu, exposé, tandis que l'intimité physique offre une proximité sans transparence, comme la main posée sur celle de l'autre, qui rapproche sans trahir aucun secret, à l'inverse de la lettre où l'on se livre entièrement. Ainsi, son besoin de connexion, bien réel, ne trouve que ce seul canal sûr pour s'exprimer, et il t'aime dans la seule langue qui ne le met pas en danger. À condition de ne pas te contenter pour autant de cette seule forme de proximité si tu as besoin de plus, et de comprendre qu'un seul canal ne suffit pas à faire une relation entière. On comprend maintenant pourquoi il s'ouvre dans ces moments, le corps le protège là où les mots l'exposeraient, mais il reste le plus troublant, le plus douloureux même. Ce basculement brutal qui suit. Parce que juste après ces instants d'ouverture, de tendresse, de proximité, quelque chose se referme d'un coup. Il se détache, il redevient froid. Et ça te blesse profondément, sans que tu comprennes pourquoi. Il faut comprendre ce basculement, pourquoi il se ferme juste après. Quatrième point, le basculement, pourquoi il se ferme juste après. On arrive au cœur du paradoxe, au moment le plus troublant, le plus douloureux de tous, parce que juste après ces instants d'ouverture, de tendresse, de proximité, alors que tu te sentais enfin proche de lui, quelque chose se referme d'un coup, il se détache, il redevient distant, froid, comme si le moment d'avant n'avait jamais eu lieu, et ce basculement brutal te blesse profondément, te déroute, te laisse seul avec une question sans réponse. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il faut comprendre ce revirement, parce que c'est là que se joue toute la douleur et toute la clé. Commençons par relier ce basculement à ce qu'on vient de comprendre, parce que la réponse est déjà là, en germe. On l'a dit, dans l'intimité, ces murs tombent, ils s'ouvrent, ils baissent la garde, ils se laissent aller à une proximité qui s'autorise jamais. Voilà le point crucial, il baisse la garde. Il devient vulnérable. Et pour ce genre de personnes, la vulnérabilité, c'est exactement ce qu'il fuit, ce qu'il redoute par-dessus tout. Alors dans le moment, emporté par le besoin de proximité, il ne le voit pas. Mais juste après, quand le moment retombe, quand il reprend ses esprits, il réalise soudain ce qui vient de se passer, il s'est ouvert, il s'est montré, il a été vulnérable, a découvert, il faut nommer précisément l'alarme qui se déclenche alors par la logique, parce que c'est le mécanisme central. À cet instant, une prise de conscience le traverse,
souvent inconscientes, mais violentes. Je viens de baisser mes murs, je me suis laissé aller, je me suis rapproché, exposé, et aussitôt, son système de protection, ce système qui veille en permanence sur son indépendance, sonne l'alarme. Danger, tu as été vulnérable, tu as perdu le contrôle. Remonte tes murs, vite. C'est comme si, après s'être autorisé un moment de proximité, tout son mécanisme de défense se réveillait en sursaut, affolé d'avoir laissé passer autant d'ouverture. Et sa réaction immédiate, c'est de se refermer, de se détacher, de reprendre ses distances pour compenser, pour se rassurer, pour redevenir maître de lui. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui aurait le vertige, une peur panique du vide, et qui, entraîné par l'élan d'un moment, se serait approché tout au bord d'une falaise pour admirer la vue. Sur le coup, emporté par la beauté, il ne réalise pas où il est. Il profite. Puis, soudain, il baisse les yeux. Il voit le vide sous lui. Et la panique le saisit. Que fait-il? Il recule d'un bond, brutalement, il s'éloigne du bord aussi vite qu'il peut, le cœur battant. C'est pas qu'il n'a pas aimé la vue, c'est que, en réalisant à quel point il s'était approché du danger, la peur l'a submergé et il a fui en arrière. Ce genre de personne, après l'intimité, c'est ça. Il s'est approché du bord, de la vulnérabilité. Et quand il réalise à quel point il s'est ouvert, il recule d'un bond, effrayé de s'être autant exposé. Il faut comprendre pourquoi ce recul est si brutal, si soudain, par la logique, parce que ça explique ce qui te blesse le plus. Le contraste choque, parce qu'il passe, en quelques minutes, de la plus grande proximité à la plus grande distance. Mais c'est justement parce que la proximité a été grande que le recul est brutal. Plus il s'est ouvert, plus il s'est senti vulnérable, plus l'alarme sonne fort, et plus il doit reculer vite et loin pour se rassurer. Le froid d'après n'est pas indépendant de la chaleur d'avant, il en est la conséquence directe. C'est parce qu'il s'est trop approché qu'il doit tant s'éloigner. Le mur qu'il remonte après est à la hauteur de la porte qu'il a ouverte pendant. Il faut nommer ce que ce froid n'est pas, par la logique, parce que c'est essentiel pour toi. Ce détachement, soudain, tu le vis comme un rejet. Tu te dis, il a eu ce qu'il voulait, maintenant il me jette, ou je me suis trompé, ces moments ne signifiaient rien. Mais regarde bien ce qu'on vient de comprendre. Son froid d'après n'est pas la preuve que le moment d'avant était faux. C'est même l'inverse. S'il se referme si fort après, c'est précisément parce que le moment d'avant était vrai, intense, qui s'y est vraiment ouvert, vraiment exposé. On remonte pas ces murs en catastrophe, après un moment qui n'a rien signifié. On les remonte parce qu'on a senti qu'on avait, pour de vrai, baissé la garde. Son retrait est la preuve de la réalité de l'ouverture, pas de sa fausseté. Il faut relier ça à ta souffrance, parce que c'est là que ça peut te libérer. Ce que tu prenais pour le pire, la preuve qu'il ne tenait pas à toi, est peut-être exactement l'inverse. Ce froid brutal, c'est pas moi je te rejette, c'est je me suis trop approché de toi et ça m'a fait peur. C'est pas dirigé contre toi, contre ta valeur. C'est dirigé contre sa propre vulnérabilité, qui l'a effrayé, et comprendre ça change tout dans la douleur que tu ressens. Parce que tu peux cesser de te dire j'ai fait quelque chose de mal, ou ça comptait pas pour lui, pour comprendre il a fui parce que ça comptait trop, parce qu'il s'est trop ouvert. Le froid n'était pas une absence de lien, c'était la peur du lien qu'il venait de sentir. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre pourquoi il se ferme après ne veut pas dire que tu dois accepter ce froid sans qu'il te fasse mal, faire comme si ce n'était rien. Il ne faut pas confondre comprendre et ne plus souffrir. Même en sachant pourquoi il recule, ce détachement brutal reste blessant, déstabilisant, et tu as le droit d'en souffrir, de trouver ça difficile. Comprendre le mécanisme t'aide à ne pas te dévaloriser, à ne pas te croire rejeté. Mais ça n'efface pas la douleur d'être tenu à distance juste après un moment de grande proximité. Tes émotions face à ça sont légitimes. Comprendre, c'est pas devoir tout encaisser en silence. Et il faut ajouter une seconde nuance pour rester lucide. Que son froid vienne de la peur ne veut pas dire que c'est à toi de le supporter indéfiniment, ni que ce schéma est forcément vouable à durer sans jamais changer. Il ne faut pas confondre expliquer et accepter pour toujours. Un tel schéma, proximité intense puis retrait brutal, à répétition, est épuisant, déstabilisant pour toi, et à terme, il pose une vraie question sur ce que cette relation peut t'offrir. Comprendre pourquoi il fait ça, c'est pour ta paix, pas pour te condamner à vivre éternellement ces montagnes russes. Tu peux comprendre sa peur et décider quand même que ce rythme ne te convient pas. Voilà donc le 4e point,
S'il se ferme juste après, c'est qu'en s'ouvrant dans l'intimité, il a baissé la garde et s'est rendu vulnérable, exactement ce qu'il fuit, si bien qu'une fois le moment retombé, son système de protection sonne l'alarme et il se referme d'un coup, comme celui qui a le vertige, s'approche du bord emporté par la vue, puis recule d'un bond en réalisant le vide sous lui. Son froid d'après n'est pas indépendant de la chaleur d'avant, il en est la conséquence, et loin de prouver que le moment était faux, il prouve qu'il était vrai, car on ne remonte pas ses murs en catastrophe après ce qui n'a rien signifié. À condition de comprendre ce mécanisme sans devoir pour autant encaisser le froid en silence, ni te condamner à supporter ce rythme éternellement, on comprend maintenant pourquoi il se referme après. Mais il y a une dernière chose à saisir dans ce basculement, quelque chose qui explique pourquoi le contraste est parfois si violent, si déconcertant. Parce que c'est pas toujours un léger recul. Parfois c'est un froid total, presque comme s'il devenait quelqu'un d'autre. Et cette intensité du retrait a une logique précise, plus il a été proche, plus il recule loin. Il faut comprendre cette proportion, ce lien entre la proximité d'avant et la distance d'après. 5e point, pourquoi plus il a été proche, plus il recule? On comprend maintenant pourquoi il se referme après un moment d'intimité. Mais il reste une chose à saisir dans ce basculement. Quelque chose qui explique pourquoi le contraste est parfois si violent, si déconcertant. Parce que c'est pas toujours un léger recul, une petite distance passagère. Parfois c'est un froid total, radical, presque comme s'il devenait une autre personne, méconnaissable. Et cette intensité du retrait n'est pas un hasard, elle obéit à une logique précise, presque mathématique. Plus il a été proche, plus il recule loin. Il faut comprendre cette proportion, ce lien direct entre la proximité d'avant et la distance d'après. Commençons par poser cette logique clairement, parce qu'elle est la clé du contraste. Le froid qui suit n'est pas d'une intensité fixe, toujours la même. Il varie, et il varie en fonction d'une seule chose, l'ampleur de l'ouverture qui l'a précédé. Un moment de proximité léger sera suivi d'un léger recul. Mais un moment de très grande proximité, où il s'est vraiment ouvert, où il a été vraiment tendre, vraiment vulnérable, sera suivi, lui, d'un recul brutal, d'un froid glacial. C'est une proportion directe. La distance d'après est à la mesure de l'ouverture d'avant. Plus la porte s'est ouverte grand, plus le mur qui se referme est haut et épais. Et il faut comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi, par la logique, parce que c'est le cœur du mécanisme. Souviens-toi de ce qu'on a dit. Son recul est une réaction à la vulnérabilité qu'il a ressentie. Or, plus il s'est ouvert, plus il s'est senti vulnérable. Plus il a baissé ses murs, plus il s'est exposé, plus l'alarme, après, sonne fort. Et plus l'alarme sonne fort, plus il ressent le besoin de reculer loin pour se rassurer, pour reprendre le contrôle, pour compenser tout ce terrain de vulnérabilité qu'il a cédé. C'est une question d'équilibre, à ses yeux. S'il a beaucoup donné, beaucoup cédé de sa protection, il doit beaucoup reprendre pour retrouver son sentiment de sécurité. Le recul intense est sa façon de rétablir la distance de sécurité qu'il estime avoir trop réduite. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine un élastique. Plus tu l'étires loin, plus tu le tends fort, plus il revient en arrière avec violence quand tu le lâches. Si tu l'étires à peine, il revient doucement. Mais si tu le tends au maximum, il claque en arrière d'un coup sec, brutal. La force du retour est proportionnelle à l'étirement. Ce genre de personne, dans l'intimité, c'est cet élastique, le moment de proximité, l'étire loin de sa zone de sécurité, l'entraîne vers une ouverture, une vulnérabilité qui n'est pas sa position naturelle. Et plus il s'est laissé étirer loin, plus il a été proche, plus le retour en arrière après est violent. C'est pas qu'il te rejette avec force. C'est que l'élastique, tendu au maximum, claque en arrière d'autant plus fort. Il faut nommer ce que cette proportion révèle par la logique, parce que c'est un renversement complet de ta lecture. Réfléchis à ce que ça implique. Si le froid d'après est proportionnel à la proximité d'avant, alors les fois où il a été le plus froid, le plus distant, le plus glacial après, sont peut-être les fois où il a été le plus proche, le plus ouvert, le plus vulnérable pendant. Autrement dit, son plus grand froid peut être le signe de sa plus grande ouverture. Ce recul qui t'a le plus blessé, le plus dérouté, était peut-être la conséquence du moment où il s'était le plus livré. Le pire froid cache parfois la plus belle proximité. C'est vertigineux, mais c'est la logique de ce mécanisme. Il faut relier ça à ce que tu as vécu, parce que ça éclaire tes pires moments. Peut-être qu'il y a eu des fois où après un moment particulièrement fort, particulièrement tendre,
où tu t'étais senti vraiment proche de lui, il a disparu, s'est fermé complètement, t'as glacé par son détachement. Et t'as vécu ça comme la pire des trahisons, le pire des rejets, précisément parce que ça venait après un si beau moment. Tu te disais, comment peut-il être si froid après avoir été si proche? Mais tu comprends maintenant. C'est pas malgré la proximité qu'il a été si froid. C'est à cause d'elle. Son froid extrême était la trace de votre proximité extrême. Le lien entre les deux n'est pas une contradiction. C'est une cause à effet. Il faut nommer le danger de ce mécanisme pour toi, par la logique, parce qu'il faut rester lucide. Ce mécanisme, aussi compréhensible soit-il, crée une dynamique épuisante et douloureuse pour toi. Parce qu'à chaque fois que vous vous rapprochez vraiment, tu paies ce rapprochement par un froid d'autant plus rude. Tu es prise dans un cycle, plus c'est beau, plus ça fait mal après. Et ça peut te rendre méfiante de la proximité elle-même, tu finis par redouter les beaux moments, sachant ce qui suivra. C'est une dynamique qui peut abîmer, à la longue, ta capacité à profiter, à te sentir en sécurité. Comprendre le mécanisme, c'est pas dire qu'il est sain, ni que tu dois t'y résigner, c'est te permettre de le voir clairement pour décider quoi en faire. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre que son froid est proportionnel à sa proximité ne veut pas dire que tu dois te réjouir de ses reculs en te disant « plus il est froid, plus il tenait à moi ». Il ne faut pas confondre, comprendre un mécanisme et le transformer en consolation. Ce serait dangereux, parce que ça te ferait interpréter chaque froideur comme une preuve d'amour et te maintiendrait dans un cycle qui te fait souffrir. Le fait que son froid puisse cacher une proximité ne rend pas ce froid moins réel, ni moins blessant, ni acceptable pour autant. Comprends le lien entre les deux, sans en faire une raison de supporter encore et encore des reculs qui t'abîment. Et il faut ajouter une seconde nuance, pour rester lucide. Que ce mécanisme existe et s'explique ne veut pas dire qu'une relation peut se construire durablement sur ce rythme, ces allers-retours entre proximité intense et froid brutal. Il ne faut pas confondre, comprendre et se contenter un lien qui fonctionne ainsi, sur le long terme, sans jamais évoluer, sans que ces reculs ne s'adoucissent, reste un lien instable qui te maintient dans l'insécurité. Comprendre pourquoi il fait ça peut t'apaiser sur le sens de son comportement. Mais ça répond pas à la question de savoir si ce rythme te convient, à toi, sur la durée. Et cette question-là, tu as le droit et le devoir de te la poser. Voilà donc le 5e point, plus il a été proche, plus il recule, car son retrait est proportionnel à la vulnérabilité ressentie, et plus il s'est ouvert, plus l'alarme sonne fort, comme un élastique qui, tendu au maximum, claque en arrière d'autant plus violemment, ce qui signifie de façon vertigineuse que ses plus grands froids peuvent être le signe de ses plus grandes ouvertures, son recul le plus glacial suivant le moment où il s'était le plus livré, mais ce mécanisme crée une dynamique épuisante, où plus c'est beau, plus ça fait mal après, à condition de ne pas transformer cette compréhension en consolation qui te ferait supporter l'insupportable, et de te demander, malgré tout, si ce rythme te convient sur la durée. On a tout compris, maintenant. Pourquoi il s'ouvre là où on croyait qu'il fuirait, pourquoi le corps lui est plus facile que les mots, pourquoi il se referme après, pourquoi son froid est à la mesure de sa proximité. Il reste la question la plus importante, celle qui te concerne, toi. Maintenant que tu comprends tout ce mécanisme, qu'est-ce que t'en fais? Comment ne pas te perdre dans ces montagnes russes? Il faut comprendre ce que tout ça veut dire pour toi. C'est ce qu'on va voir. Pour finir, 6e point. Ce que tout ça veut dire pour toi, on a tout compris maintenant. Pourquoi il s'ouvre là où tu croyais qu'il fuirait? Pourquoi le corps lui est plus facile que les mots? Pourquoi il se referme juste après? Pourquoi son froid est à la mesure de sa proximité? Tu tiens enfin la clé de ce mystère qui te déroutait. Mais il reste la question la plus importante de toutes, celle qui te concerne, toi. Maintenant que tu comprends tout ce mécanisme, qu'est-ce que tu en fais? Comment ne pas te perdre, ne pas te briser dans ces montagnes russes? Parce que comprendre son fonctionnement ne vaut la peine que si ça te sert, à toi, à vivre mieux et à te protéger. Commençons par le premier bienfait de cette compréhension, parce que c'est le plus urgent. La première chose que ça doit t'apporter, c'est d'arrêter de te blâmer, d'arrêter de chercher la faute en toi, parce que face à ce froid brutal qui suit les moments de proximité, ton premier réflexe, c'était sûrement de te dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» J'ai dû dire quelque chose, faire quelque chose qui l'a fait fuir.
Tu retournais sa froideur contre toi, tu te dévalorisais. Or, tu comprends maintenant que ce froid n'avait rien à voir avec toi, avec ta valeur, avec une faute quelconque. Il venait de sa peur à lui, de son mécanisme à lui. Tu peux déposer cette culpabilité. Tu n'as rien fait de mal. Son recul parlait de lui, pas de toi. Il faut nommer le deuxième bienfait, par la logique, parce qu'il te libère d'une torture. Comprendre ce mécanisme doit t'aider à ne plus vivre ces basculements comme des déchirements. Avant, chaque froid d'après te dévastait, te faisait douter de tout, du moment d'avant, de lui, de vous. Maintenant, tu sais ce que c'est, tu peux le voir venir, le reconnaître, sans qu'il te détruise à chaque fois. C'est plus un mystère angoissant, c'est un mécanisme que tu comprends. Et comprendre, ça enlève une grande partie de la douleur, parce que ce qui fait le plus mal, souvent, c'est pas le froid lui-même, c'est de pas comprendre pourquoi, de se sentir perdu, impuissante face à quelque chose d'incompréhensible. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine que tu vives près de la mer, avec ses marées. Si tu comprends pas le phénomène des marées, chaque fois que la mer se retire, tu paniques, tu te dis la mer s'en va, elle nous abandonne, elle reviendra pas. Tu vis chaque marée basse comme une catastrophe. Mais le jour où tu comprends que c'est un mouvement naturel, un rythme, que la mer se retire pour mieux revenir, tu cesses de paniquer. Tu sais que le retrait fait partie du mouvement. Ces reculs à lui, c'est un peu ça, une marée. Comprendre le rythme fait pas revenir la mer plus vite, mais ça t'évite de vivre chaque retrait comme une fin du monde. Tu peux regarder la marée descendre sans t'effondrer, parce que tu en comprends le mouvement, mais il faut poser, ici, la vérité la plus importante, celle qui te protège par la logique. Comprendre son mécanisme, c'est pas la même chose que devoir le supporter éternellement. Attention à ne pas confondre les deux. Tu peux parfaitement comprendre pourquoi il s'ouvre, puis se ferme, avoir de la compassion pour sa peur, et décider en même temps que ce rythme ne te convient pas. Parce qu'une chose est de comprendre, et une autre est de savoir si tu peux vivre là-dedans, durablement, sans t'abîmer. Ces montagnes russes, ces allers-retours entre proximité intense et froid glacial sont épuisantes. Comprendre leur cause ne les rend pas moins fatigantes pour toi. Et tu as le droit de dire je comprends, mais c'est pas assez, c'est pas ce que je veux vivre. Il faut nommer la vraie question à te poser, par la logique, parce que c'est là que tu reprends ta vie en main. La question n'est plus seulement pourquoi fait-il ça. Tu as la réponse. La vraie question devient est-ce que ça me convient à moi? Est-ce que je peux m'épanouir dans une relation faite de proximité qui se paie toujours d'un froid après? Est-ce que je me contente d'un lien qui ne s'ouvre que par le corps et se ferme dès qu'on approche du cœur? Ou est-ce que j'ai besoin de plus, d'une proximité qui reste, qui ne recule pas, qui s'exprime aussi par les mots, par l'émotion, par la constance? Tu passes de comprendre son fonctionnement à écouter tes propres besoins. Et c'est là que tu redeviens le centre de ta propre vie. Il faut poser une lucidité essentielle sur ce que révèle ce mécanisme, par la logique, pour ta décision. Ce qu'il faut voir clairement, c'est que ce mécanisme, tel quel, te donne une intimité incomplète. Il te donne le corps, mais te refuse le cœur. Il te donne la proximité de l'instant, mais te reprend la proximité de la durée. Et si ça reste ainsi, sans jamais évoluer, ça veut dire une relation qui ne pourra jamais aller là où toi, peut-être, tu veux aller. Une relation qui te maintient à une certaine profondeur, sans jamais te laisser aller plus loin, c'est pas une condamnation. Certaines de ces personnes évoluent, apprennent, ouvrent d'autres portes avec le temps et la sécurité, mais tu ne dois pas construire ta vie sur l'espoir de cette évolution. Tu dois la regarder telle qu'elle est, aujourd'hui, et décider, à partir de là, je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Décider que ce rythme ne te convient, peut-être pas, ne veut pas dire le condamner, lui, le juger cruellement, ou nier ce qu'il t'a donné de vrai. Il ne faut pas confondre te protéger et le rejeter. Ce qu'il t'a offert dans ces moments de proximité était réel, sincère, tu peux le reconnaître, le chérir même. Tu peux avoir de la tendresse pour lui, de la compréhension pour sa peur, tout en constatant que ce mode de relation ne te suffit pas. C'est pas de la dureté envers lui, c'est de la justice envers toi. On peut honorer ce qui a été beau et choisir quand même de vouloir plus. Comprendre et compatir ne t'oblige pas à rester. Et il faut ajouter une dernière nuance pour refermer avec justesse. Comprendre ce mécanisme ne fait pas de toi la responsable de l'aider à en sortir, de le guérir de sa peur pour qu'il puisse enfin rester ouvert. Il faut pas confondre aimer quelqu'un et se donner pour mission de le réparer. C'est pas à toi, à force de patience et d'amour, de faire tomber ses murs, de lui apprendre à ne plus reculer.
Ce travail-là, lui seul peut le faire, s'il le décide, souvent avec de l'aide. Ton rôle n'est pas de te sacrifier en attendant qu'il change. Ton rôle, c'est de prendre soin de toi, de ce dont tu as besoin, de ta propre paix. Le reste, sa transformation ne t'appartient pas. Voilà donc le dernier point, et il referme tout. Comprendre ce mécanisme doit d'abord te libérer, cesser de te blâmer, car son froid parlait de sa peur et non de toi, et cesser de vivre ces basculements comme des déchirements, comme on cesse de paniquer devant une marée dès qu'on en comprend le rythme. Mais comprendre n'est pas devoir supporter éternellement. Et la vraie question devient, non plus pourquoi fait-il ça, mais est-ce que ce rythme me convient, à moi, cette intimité qui donne le corps, mais refuse le cœur, à condition de te protéger sans le condamner, en honorant ce qui fut vrai, et de te rappeler que tu n'es pas responsable de le réparer, mais seulement de prendre soin de toi. Alors voici ce que je voudrais te laisser au terme de ce chemin. Tu comprends maintenant ce qui se passe vraiment en intimité avec ce genre de personne. Tu sais que sa froideur d'après n'est pas un rejet, mais une peur. Que ces moments de proximité étaient vrais. Que rien de tout ça n'était ta faute. Et cette compréhension, garde-la précieusement parce qu'elle te libère d'une immense culpabilité, d'une immense confusion. Mais ce que je veux vraiment que tu emportes, c'est ceci. Comprendre quelqu'un, c'est pas s'obliger à rester. Tu peux comprendre sa peur, sa mécanique, ses raisons, et choisir quand même ce qui est bon pour toi. Le plus grand piège, dans une histoire comme celle-là, c'est pas de ne pas comprendre l'autre. C'est de tellement bien le comprendre, de tellement compatir à ses blessures, qu'on en oublie de se demander si soit on est heureuse, si soit on reçoit ce dont on a besoin. Alors reviens à toi, à ce que toi, tu ressens dans ces montagnes russes, à ce que toi, tu veux d'une relation, une proximité qui s'ouvre puis se referme, encore et encore, peut-être belle par instant, mais épuisante à la longue, et tu as le droit de vouloir une proximité qui reste, un lien qui ne recule pas après s'être approché, quelqu'un qui ose être proche de toi, non seulement dans l'intimité d'un moment, mais dans la durée, dans les mots, dans le cœur. Tu mérites une intimité entière, pas seulement celle qu'il s'autorise entre deux reculs. Et comprendre pourquoi il ne t'en offre qu'une partie ne doit jamais te faire oublier que tu as le droit, toi, de la vouloir tout entière.